Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui un épisode hors série qui fait suite à pas mal de petites questions qui ont porté sur la même thématique finalement ces derniers jours. Il y a pas mal d'entre vous que j'ai accompagnés il y a quelques mois, quelques années, qui m'ont raconté qu'un petit numéro bis se profilait à l'horizon. Il y avait une deuxième grossesse en cours, ou une troisième. Et du coup, la question souvent qui revenait, c'était comment on fait Comment est-ce qu'on anticipe l'arrivée du petit deuxième ou de la petite deuxième ? Comment est-ce qu'on se prépare soi ? Comment est-ce qu'on prépare l'aîné ? Toutes ces petites questions-là. Donc aujourd'hui, je vous propose d'enfiler ma casquette de doula et de parler justement de l'arrivée du petit deuxième, de ce qu'on peut mettre en place avant, au moment de l'accouchement bien sûr, ça c'est assez rapide, et surtout après. Pourquoi est-ce que c'est une question qui est importante ? Parce qu'en fait, elle va venir traverser la sécurité intérieure et l'attachement de tout le monde. Il peut se passer beaucoup de choses sur le plan émotionnel quand une deuxième grossesse démarre, en tout cas quand un deuxième enfant se profile. Pour le parent déjà, soit le parent qui porte, soit le coparent s'il y en a un, il peut y avoir toute une panel d'émotions de type culpabilité par exemple, par anticipation, de pas pouvoir, de pas savoir aimer un deuxième enfant comme on a aimé le premier, de pas être disponible pareil parce que justement il y a le premier qui est là et dont les besoins du coup ne vont pas changer, en tout cas sa place est là. Aussi de l'anxiété, pas mal de se dire oh là là, j'ai déjà morflé la première fois dans mon premier postpartum, est-ce que je vais réussir à encaisser un deuxième, ou bien tout simplement c'était tellement bien la première fois, est-ce que je vais pouvoir avoir une deuxième expérience qui va être aussi positive que la première ? On revit évidemment ce qu'on a vécu pendant nos premiers accouchements, dans la mesure où ça s'est bien passé, on espère que ça se passera aussi bien. Quand ça s'est pas bien passé, on espère réparer ce qui a pu se passer la première fois. Donc une deuxième grossesse ou une troisième grossesse et une deuxième parentalité, ça n'est pas neutre. On arrive en terrain, alors pas forcément en terrain connu, mais on arrive par comparaison à un premier vécu ou à un deuxième, mais en tout cas il y a déjà une valise à ce niveau-là. Donc pour soi-même c'est compliqué. Et en plus on vit la grossesse non plus comme une série de premières fois, c'est les deuxièmes premières fois quelque part, mais on les vit aussi avec plus cette disponibilité à soi-même qu'on a quand c'est la première, parce que tout simplement on reste parent, même en situation de grossesse, hein. Et donc il faut se lever la nuit quand le premier enfant se réveille, il faut être là, il faut accompagner les maladies, il faut respecter, continuer de nourrir toute la logistique du premier enfant. Donc on est forcément moins disponible pour une deuxième ou une troisième ou une xème grossesse. Donc ça c'est pour le contexte émotionnel du parent qui porte et du coparent finalement, parce que toutes ces questions-là sont évidemment transférables ou peuvent être ressenties par le deuxième parent. Et puis il y a les aînés. Il y a comment est-ce qu'on va préparer l'enfant à ça, parce que évidemment qu'il y a quelque chose qui touche quand même à l'âge et du coup à la maturité de l'enfant, mais quel que soit son âge, l'arrivée d'un nouvel enfant vient redistribuer les cartes et vient poser la question de la place qu'on va lui accorder. Alors de manière plus ou moins anxieuse, mais il y a ce poste d'angoisse qui existe. Quelle va être ma place après ? C'est quoi une place de grand frère, de grande sœur ? Comment je vais continuer d'exister auprès de mes parents ? Avec quel degré d'exclusivité ? Est-ce que je vais avoir de l'attention, pas d'attention ? Qu'est-ce que je vais perdre à l'arrivée de cette nouvelle personne dans ma famille ? Qu'est-ce que ça va réorganiser ? Et dans la mesure où l'enfant ne se fait pas de représentation, j'allais dire, même nous, c'est impossible de voir dans le futur pour savoir comment ça va se passer. Mais on a un self-control que l'enfant n'a pas du tout et une capacité d'abstraction que, en fonction de son âge, l'enfant n'a pas, ou de manière assez archaïque, quoi. C'est évidemment que l'angoisse de l'anticipation et en plus n'a pas d'objet, n'a pas de représentation, donc peut être vraiment
difficile, ou bien ne pas avoir lieu, c'est-à-dire que l'anticipation n'est pas source d'angoisse, mais la réalité par contre demande un effort d'adaptation qui va être colossal à l'aîné. Donc du coup, voilà, le but de l'épisode du jour, c'est d'essayer de conscientiser un petit peu ça, de conscientiser son parcours émotionnel à soi, de parents, de ce qui se passe en nous, est-ce que ça indique ce qui est intéressant de faire pour nous ou pas. Conscientiser du coup les grandes étapes finalement de la grossesse et de l'accouchement, et comment est-ce qu'on prépare l'enfant à ça, l'aîné je veux dire, et puis c'est surtout en fait le retour à la maison. Comment est-ce qu'on vient faire exister de la complicité, de la connexion, de la réassurance pour l'aîné ou les aînés quand on est soi-même en plein postpartum, ce qui est un challenge en soi déjà. Voilà, fin de l'introduction de 3 km, début du concret. Comme je vous disais tout à l'heure, une grossesse ça remue, y a pas de sujet là-dessus, mais une deuxième grossesse, ou une troisième ou une quatrième encore une fois, ça remue celle d'avant. Et du coup, c'est peut-être pas mal, alors soit entre les grossesses si on conscientise son projet d'enfant, soit au début de la deuxième grossesse s'il y a un petit degré de surprise comme ça peut arriver, soyons honnêtes, c'est peut-être pas mal de faire un petit tour, si ça n'a pas été fait avant en tout cas, de ce qui s'est passé pour la première, de ce qui s'est passé pour le premier accouchement, de voir si il y a quelque chose à venir guérir à ce niveau-là. Parce que 9 mois c'est court et long, à l'échelle d'une vie évidemment très court, mais ça laisse un petit peu de temps aussi pour entamer un parcours thérapeutique avec des thérapies plus ou moins courtes, mais en tout cas qui si jamais il y a un trauma à venir adresser, à venir guérir au niveau de la grossesse ou de l'accouchement précédent, de s'en occuper en fait, tout simplement pour pouvoir aborder cette prochaine expérience avec un degré d'ouverture et de sécurité le plus grand possible. Donc mon premier conseil ce serait de faire ça, ce serait de faire un petit audit et puis surtout de se projeter dans ces moments-là, de regarder vraiment, d'essayer de conscientiser ce qu'on veut pas, ce que notre conjoint ou conjointe veut ou veut pas, voilà, d'essayer de se sentir prêt et d'avoir une idée du scénario idéal ou de ce qu'on aimerait surtout pas voir se répéter, voilà. D'avoir une idée de où on va, comment est-ce que ça se passerait déjà pour soi-même. Ça c'est pour bien vivre et vivre sereinement sa grossesse et son accouchement, dans la mesure du possible, même si on est bien d'accord qu'il y a toujours un degré d'inconnu et des choses qui nous échappent, mais en tout cas voilà, essayer d'être le plus conscient possible, à défaut d'être préparé, en tout cas conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ses limites et de ses besoins par rapport à ça. Et puis il y a préparer le postpartum. On n'est pas tous et toutes égaux et égales là-dedans. Donc les recommandations ou les petits tips que je vous donne ici sont à adapter évidemment en fonction de votre situation. Mais l'idée d'un postpartum en fait c'est d'être au plus possible, notamment pour le parent qui vient d'accoucher, déchargé de la gestion, la logistique, le physique, pour être présent à soi-même, à son corps et à l'émotionnel du nouveau bébé, des autres enfants, etc. Donc effectivement, on en parle pas mal en ce moment. Préparer ce qu'on appelle le mois d'or, c'est-à-dire le mois suivant la naissance où on reste le plus possible à la maison, allongé et dispo à soi-même justement. C'est pas mal de faire un petit peu de préparation de repas, de congeler pour que quand vous êtes dans la situation, vous n'ayez pas en fait à cuisiner 3 fois par jour pour toute la famille, ni vous ni le conjoint d'ailleurs, parce que le conjoint ou la conjointe va être pas mal dispo aussi pour l'émotionnel. Donc voilà, le but c'est qu'il y ait 2 adultes qui soient relativement dégagés de ces considérations-là. Donc si vous pouvez effectivement congeler, préparer de la bouffe en avance, voilà, pour en avoir, c'est pas mal. Et en complément aussi, organiser peut-être des astreintes autour de vous, de vos familles, vos amis, vos voisins, peu importe, des gens en qui vous avez confiance, et organiser un petit planning. Alors on n'est pas obligé de faire un Google Drive avec un calendrier, avec un agenda et machin va faire truc à tel jour, etc. Non.
mais juste de pouvoir savoir qui appeler, de s'assurer un degré minimal de disponibilité pour soit des considérations logistiques, de type faire des lessives, faire des repas, garder les enfants ne serait-ce qu'une demi-heure pour pouvoir prendre une douche, ça c'est pas mal aussi en postpartum. Ou juste passer du temps avec vous, n'importe quoi, mais essayez d'anticiper ça pour pas vous retrouver en fait isolé dans le moment et pas savoir qui appeler. Après, ayez le degré de distance qui vous est confortable, c'est-à-dire que si vous voulez avoir les gens chez vous, si votre chez vous le permet, très bien. Si vous préférez au contraire avoir l'opportunité de visite en journée, mais de retrouver votre cocon à vous, après, essayez de mettre ça en place. Mais vraiment concentrez-vous sur vos besoins. Et pendant ce premier mois, ça peut être plus si vous le souhaitez, d'avoir peut-être semaine par semaine une personne un peu référente à appeler, ou plusieurs, mais des personnes à appeler pour dire j'ai besoin de X, Y, Z. Généralement les gens sont très heureux d'aider, donc surtout s'ils sont plusieurs et que du coup on ne fait pas peser la charge de l'aide sur une seule personne, sur une maman ou une belle-mère, parce que souvent c'est ça. Après moi je suis rudement pour les beaux papas et les papas qui viennent aider aussi, mais peu importe qui c'est, en tout cas les parents ou les frères et sœurs, etc. N'hésitez pas du coup à mettre plusieurs personnes dans votre équipe. Donc ça c'est pour se préparer soi et son entourage au postpartum. Pour préparer l'enfant, alors ça c'est peut-être une posture personnelle, c'est comme ça que j'ai fonctionné pour mon aîné à moi quand j'ai eu un deuxième enfant, mais c'est vraiment de parler, d'expliquer, d'essayer d'anticiper les émotions, les grandes étapes, les étapes du quotidien, comment les choses vont se passer. Donc lire pas mal avec l'aîné, surtout si c'est une demande de sa part, mais lire tout plein de petits livres qui vont parler du devenir grand frère, grande sœur, réinviter des albums photos par exemple pour avoir une représentation concrète de tout ça. Si l'enfant est un peu plus grand, peut-être discuter avec d'autres enfants qui ont eu un petit frère ou une petite sœur. Ne pas hésiter à donner une représentation la plus concrète possible à l'enfant de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on peut attendre. Et puis, peut-être anticiper aussi un peu les émotions. Et si vous voulez pas plaquer des émotions sur votre enfant, ce qui s'entend de dire tu vas peut-être te sentir triste ou en colère ou avec un sentiment d'injustice, etc. De dire moi, j'ai un peu peur de ce moment-là. J'ai eu peur quand toi t'es arrivé parce que en fait c'est beaucoup de changements mais en fait je me suis rendu compte que on s'est adapté, qu'on a fonctionné en équipe pour devenir une famille et c'était super cool et du coup j'ai confiance en nous pour faire la même chose cette fois-là. Comme je disais dans un épisode précédent, en fait verbaliser l'émotionnel si vous le ressentez. Si vous le ressentez pas, ça sert pas à grand chose, mais juste pour qu'il n'y ait pas d'angoisse un peu sans objet que vous ressentiez, que vous transmettiez à votre enfant. Et ça m'offre une belle transition pour parler de fonctionner en équipe. Quand je disais tout à l'heure que le ou la deuxième parent, le deuxième parent en l'occurrence, devait lui aussi ou elle aussi être dégagé des considérations logistiques, c'est parce qu'en fait, on a besoin vraiment de fonctionner en équipe sur le dossier relationnel, émotionnel. Que le parent qui n'a pas accouché, s'il y en a un bien évidemment, mais soit dispo pour écouter, soutenir le parent qui a accouché, pour prendre le relais sur l'un ou l'autre enfant si le nourrisson a un besoin impérieux, par exemple de tétée, d'allaitement, que seul le parent qui a accouché peut satisfaire, ou que l'aîné a besoin vraiment de solliciter le parent qui a accouché, qu'il y ait une prise de relais possible et rapide et disponible à ce moment-là. Et qu'en gros on puisse vraiment trouver des espaces pour que chacun du couple parental, s'il y en a un, puisse exprimer ses difficultés, ses émotions, les choses très belles aussi bien sûr, mais qu'on soit dispo pour l'émotionnel et qu'on soit pas grignoté par le logistique, par le taf, dans la mesure du possible. S'il y a un congé parental, c'est le mieux, bien sûr. La France est très en retard par rapport à ça.
Mais on a des petits bouts de choses qui changent évidemment. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, le temps qu'on a dispo pour le postpartum, que ce soit 2 semaines, 1 mois ou plus, idéalement, d'être vraiment le plus disponible possible pour les émotions de la famille et les siennes propres, bien évidemment. Donc ça, c'est pour la partie prépa pendant la grossesse. Après, il y a évidemment préparer l'accouchement, parce que au même titre qu'on peut anticiper le postpartum avec l'enfant et expliquer comment ça va se passer, il y a le moment d'accoucher, il y a le devenir grand frère, grande sœur à organiser. Là, pour le coup, anticiper le mode de garde, évidemment, ça tombe sous le sens, mais aussi l'expliquer à l'enfant, peut-être, si ça n'a pas déjà été le cas, y dormir plusieurs fois pour qu'il y ait une petite adaptation qui se fasse. Voilà, qu'on explique vraiment comment les choses risquent de se passer. Bien sûr qu'il peut y avoir du changement ou de l'imprévu, évidemment, on ne sait jamais quel accouchement on va avoir, mais en tout cas, voilà, de savoir qui va s'occuper de l'enfant, combien de temps, de donner une fourchette, que vous expliquez où vous serez, comment, avec qui, qu'il y ait une représentation le moins anxiogène possible de qui sera où à ce moment-là. Expliquer ce que c'est qu'un accouchement aussi, alors pas avec des détails trop littéraux, mais juste d'expliquer le process finalement de ce que c'est qu'un accouchement. Voilà, et puis quand on y va, effectivement de prendre le temps de dire au revoir, si c'est pas en plein milieu de la nuit, prendre le temps de dire au revoir à l'enfant, de lui expliquer ce qui va se passer, qu'on revient à la maison avec un petit frère ou une petite sœur. Et quand l'accouchement a eu lieu, vous pouvez proposer une visite si la demande est exprimée par l'enfant. Ne vous inquiétez pas s'il y a un rejet à ce moment-là. Si l'enfant vous dit non, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, ou bien à l'hôpital de vous dire non, j'ai pas envie ni de voir, ni d'interagir avec le bébé, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien à forcer à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est qu'un hôpital, ça reste quand même un contexte particulier qui peut être très impressionnant pour un tout jeune enfant. Donc s'il s'agit d'une hospitalisation courte, la visite n'est pas obligatoire, quoi. Disons, surtout si l'enfant est bien dans son mode de garde et dans ce petit bout de quotidien-là. Mais si c'est une demande qui est exprimée et si c'est important pour vous que la rencontre se fasse le plus tôt possible, alors allez-y, bien évidemment, mais sans pression. Il y a aussi l'idée d'offrir un cadeau au petit bébé que l'aîné du coup ait choisi, un doudou, un truc comme ça, ou bien que le petit fasse un cadeau au grand, que vous aurez choisi vous, bien sûr. C'est une possibilité, pourquoi pas. C'est pas une nécessité, mais ça peut être un petit rituel en fait d'échange, de bienvenue dans ma famille et puis merci de m'accueillir comme ton grand frère, ta grande sœur, pourquoi pas. Moi j'ai pas fait ça avec mes enfants, pas une notion de cadeau, parce que j'aime bien détacher l'émotionnel du matériel dans la mesure du possible. Enfin, ça c'est mes considérations à moi. Si c'est une façon pour vous d'exprimer l'affection, les petits cadeaux, les petits marqueurs, ça peut très bien fonctionner pour matérialiser en fait la relation frère-sœur qui vient de naître finalement. Ce qui nous emmène du coup tranquillement vers le retour à la maison, justement. Si tout s'est passé dans le meilleur des mondes, on a préparé un petit peu de repas d'avance, donc on a ça à pas trop gérer. Et idéalement, on peut se mettre au moins les 2 premières semaines un peu en mode allongé, en tout cas pour le parent qui a accouché, allongé avec le minimum d'effort physique possible, vraiment avec son setup, coussin d'allaitement, scie à allaitement, tout le setup pour gérer la mise en place d'un allaitement justement, et puis de pouvoir en faire de la place pour tous les membres de la famille pour qu'on puisse faire des câlins, etc. Ce que je vous recommande, s'il y a une mise en place d'allaitement ou s'il y a un début d'alimentation, c'est d'en faire des temps collectifs en fait. Typiquement, si vous pouvez toujours avoir dans votre frigo une espèce de petit apéro, un petit pique-nique de près avec des bouts de fromage si vous en consommez, des petits légumes, des petites choses à tremper, ce genre de choses-là, pour que quand vous mettez bébé au sein ou quand vous
proposer un biberon du coup au nouveau-né, de pouvoir inviter en fait le ou la grande dans ce moment-là, en disant viens, va chercher ton petit pique-nique, et puis du coup on tchatche, on discute, et c'est un moment collectif justement, où le grand et la grande, ou la grande pardon, se sent invité, typiquement. Et en miroir de ça, essayez de conserver des temps, ce que j'appellerais des temps de normalité pour l'aîné. C'est-à-dire que le bain, par exemple, soit un moment rien que pour lui ou rien que pour elle, avec l'un ou l'autre des parents, typiquement. D'essayer de faire des balades au parc, etc., pour sortir aussi un petit peu de la maison, retrouver des contextes familiers, mais qui sont déchargés de la présence, du coup, du nouveau-né. Essayer de systématiser dans la mesure du possible un petit temps précieux, exclusif avec l'aîné, où on se marre, on se connecte, on fait un truc que l'enfant aime faire, et puis surtout peut-être de faire 10 minutes avec un parent, 10 minutes avec l'autre, un minimum syndical, mais d'avoir des petits espaces qui sont connus de l'enfant, qui sont très rassurants, qui sont des petits îlots de ça c'est mon territoire affectif à moi et ça n'est pas remis en jeu. Voilà. Et surtout, faire un effort conscient de verbaliser l'amour qu'on a pour son aîné, tout ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, le verbaliser, caractériser la relation que vous avez comme une relation précieuse et belle et complice, et vraiment pas hésiter à en rajouter une petite couche pour toujours rappeler au grand, à la grande que c'est il ou elle qui vous a fait devenir parent, et que en fait, si vous accueillez ce deuxième ou troisième ou quatrième enfant là, c'est forte de cet enseignement là. Donc il y a un degré de reconnaissance aussi à avoir à ce niveau-là. Et non, je ne me mettrai pas à pleurer. Mais bref, donc voilà, on verbalise. Et puis, un truc que moi je trouve important de se dire, même si ça peut aller de soi pour certains ou certaines, c'est de se dire, en fait, on se met en mode survie. Un postpartum, c'est un mode survie en soi, et donc du coup il y a peut-être des règles éducatives qu'on se fixe en temps normal qui volent, typiquement sur le temps d'écran. Enfin, si on essaye de partager des moments complices avec son aîné, ça peut aussi passer par des moments un peu transgressifs où on se dit tu sais quoi, viens dans mon lit avec moi, ton petit frère, ta petite sœur fait la sieste après elle a tété le biberon, sur maman, sur papa, sur peu importe qui, viens, toi et moi on va regarder Pas de patrouille dans le lit sur l'ordi, quoi, par exemple. En fait, en fonction de vos possibilités, d'avoir un petit espace un peu c'est ça, un peu transgressif, de se dire tu sais quoi, on va faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement, et on va le faire parce qu'on est une équipe, et on peut le faire que toi et moi, parce que t'as vu ton petit frère, ta petite sœur, il peut même pas regarder Pas de patrouille, il n'a rien à faire, donc ça va être notre moment à nous pour se faire des câlins, pour se connecter. Voilà, il y a de la complicité à trouver dans le transgressif. Et puis surtout, en fait, ça vous permet de lâcher prise sur certaines décisions. Dites-vous bien que c'est temporaire, que c'est pour traverser un postpartum, en respectant en fait l'émotionnel de tout le monde, quelque part. Donc ouais, on se lâche un peu la grappe sur les grands principes. On pourra y revenir bien sûr après, quand on sera un peu plus solide, quoi, littéralement. Pas hésiter aussi à lire des bouquins, avec le ou la grande. Faire ce que vous pouvez faire depuis le fond de votre lit, en fait, tout simplement. Une des choses aussi que vous pouvez faire pour aider un petit peu votre aîné, c'est, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, de sortir les albums photos si vous en avez, ou vos portables, pour venir montrer en fait des photos au grand, à la grande, de regarde, on a fait tout ça pour toi, avec toi aussi. Toute l'attention qu'on doit donner au nouveau-né maintenant, en fait, on te l'a donné à toi aussi. Et puis tu as grandi et tu es devenu plus autonome, donc on interagit de manière différente maintenant. Un tout petit bébé, tu le vois bien, a besoin de beaucoup de soins, mais t'es passé par là aussi, quoi, quelque part.
Donc voilà, pas hésiter à sortir les albums, puis généralement en plus en postpartum on n'a pas du tout envie de chialer pour rien, donc ça permet de sortir peut-être aussi un peu les émotions. Donc après protégez-vous, si c'est douloureux pour vous, allez-y tranquille, ou déléguez ça au conjoint, à la conjointe ou à d'autres membres de la famille, mais ça peut être aussi de très beaux moments du coup pour en fait faire famille, reconstruire du coup ce petit bout de famille supplémentaire, s'adapter, faire grandir sa famille. Ça passe aussi par réinvestir les souvenirs passés à la lumière de ce qui est en train de se passer maintenant pour le coup. Ne pas hésiter, souvent on a une division du travail qui est le parent qui a accouché va gérer le nouveau-né parce que parfois il y a un allaitement, souvent il y a un allaitement, donc il y a un peu ce truc là par défaut, et l'autre parent, quand il y en a un, s'occupe du ou de la grande ou des autres enfants. Ça a l'avantage de répondre à une nécessité physique, en gros, hein, que le parent qui vient d'accoucher puisse être dispo pour allaiter, ou pour soi-même, disons, pour pas bouger trop, parce qu'au début, on essaie de pas trop bouger, parce qu'on fait attention à son périnée après un accouchement. Mais c'est pas mal, dans la mesure du possible, encore une fois, de s'alterner auprès des enfants, que chaque parent puisse créer des petits espaces exclusifs avec chacun des enfants. Voilà, tout simplement pour être deux vraiment sur les dossiers des deux enfants, et pas venir cristalliser tel parent est dispo pour tel enfant, parce que c'est jamais comme ça que ça se passe, une vie de famille. Parfois il y a un parent qui est mobilisé, pas là, etc. Et du coup le parent restant peut se retrouver en difficulté pour gérer l'enfant qu'il n'a pas entre guillemets l'habitude de gérer. Donc vraiment créer du lien, même dans cette circonstance-là, chaque parent avec chaque enfant, c'est important. Comme je vous le disais, vraiment, s'il y a un truc à retenir de ce podcast, c'est qu'en postpartum, les parents, quel que soit le nombre de parents qu'il y a, en tout cas 1, 2 ou plus, si vous avez des référents vraiment très, très présents dans vos vies. C'était mon cas, par exemple, ma sœur, moi, quand j'ai accouché de mes deux enfants, était là pendant les très jeunes temps du postpartum. Et il y a presque figure de parents pour mes enfants. Mais en tout cas, bref, si vous êtes au minimum 2, ces 2 personnes ne gèrent pas le logistique, mais vraiment, ou le moins possible, mais vraiment l'émotionnel, la réparation physique. On est dispo au fait de devenir une famille de 4 ou 5 ou 6 ou peu importe. Et surtout aussi, en dehors de ça, là je parle beaucoup des besoins de l'enfant, ne négligez pas vos besoins à vous. En postpartum, surtout pour le parent qui vient d'accoucher, on est très peu disponible à soi-même, et en fait son corps sert beaucoup à prendre soin du corps du nouveau-né. On allaite, quand on n'allaite pas, on porte, quand on porte pas, on fait du pot à pot. On est très 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 en contact, et donc on peut avoir aussi un petit overload de contact physique. Donc on peut avoir besoin de calme, on peut avoir besoin de solitude, on peut avoir besoin de dormir, de récupérer, de se retrouver, prendre soin de soi, ne serait-ce que prendre une douche et de se laver les cheveux par exemple. En fait, en très jeune postpartum, on accepte déjà que ces moments soient extrêmement limités et pas tous les jours, etc. Donc essayez dans la mesure du possible de trouver du temps pour faire exister vos besoins du degré le plus minimal possible, mais de le faire quand même. Prendre une douche, se sentir propre, c'est un besoin minimal, donc on essaie de le faire exister. Essayez dans la mesure du possible de prendre en considération vos ressources, vos besoins, vos limites, vous et votre conjointe, et de mettre tout ça en commun et de voir comment chacune peut être dispo pour l'autre et pour soi-même, quoi, quelque part. Et puis dans tout ça, se dire que votre aîné ou vos aînés viennent de traverser une phase de turbulence assez intense du point de vue de l'attachement et du point de vue de la place dans la famille, et que ça peut occasionner tout un tas de comportements régressifs, d'imitation du bébé, hein, par exemple, de reprise d'une tétine, par exemple, alors que ça fait longtemps que la tétine a été abandonnée par le ou les aînés, d'imiter le bébé pour chercher de l'attention. On peut voir des comportements peut-être plus brutaux, plus agressifs, voire violents même au niveau du mode de garde ou à l'école. Toute cette collection de changements de comportement qui peuvent traduire en fait un besoin d'attention.
accepter qu'ils existent, accepter qu'ils veulent dire en fait une phase de turbulence pour votre enfant, une difficulté, et du coup y répondre dans la mesure du possible avec empathie, de se dire c'est hyper compliqué, et en fait si, je sais pas moi, t'as mordu ton pote à l'école par exemple, expliquer bien évidemment que la violence c'est jamais ok, et contrebalancer avec de l'attention, de la disponibilité, du soutien, de la connexion, parce qu'en fait c'est ça qui est exprimé. Accepter que le sommeil puisse en prendre un coup pendant un temps, parce que le sommeil, ça reste un reflet de la vie émotionnelle de l'enfant, donc une difficulté émotionnelle, ça peut se faire ressentir sur le sommeil, bien sûr. Voilà, être grand frère, grande sœur, même si c'est pas la première fois, c'est un gros changement. Et ça insécurise au niveau de la place qu'on occupe pour ces figures d'attachement principales. Donc s'attendre à accueillir des difficultés. Puis au pire, il n'y en a pas. Et du coup, c'est une bonne surprise. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, le sujet du devenir parent. Pour la 2e, 3e, 4e ou xème fois, si vous aviez comme projet de faire une équipe de foot. Dieu sait que moi, mon 2e enfant, ça a été mon meilleur contraceptif, et je me suis dit, continuez sans moi les gars, je vais vous ralentir. Mais il y en a des beaucoup plus résilients parmi vous, et vous avez vraiment toute mon admiration. En tout cas, j'espère que ces petits tips, si vous vous apprêtez à accueillir un petit 2e ou 3e ou 4e ou 10e, vous serviront. Je vous remercie, comme d'habitude, pour vos présences, vos encouragements, vos petites étoiles qui pleuvent sur Apple Podcast. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à le faire exister, à le partager, et puis à nous écrire, tout simplement, à l'adresse podcast.bbetconfidence@gmail.com. C'est toujours un vrai bonheur de vous lire et de vous inviter à participer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième section, le 2e épisode qui parle du parcours de Yael, que vous avez entendu la semaine dernière, qui vous a, j'ai l'impression, pas mal plu. Donc merci pour vos retours. Donc je vous dis voilà, à la semaine prochaine, en pleine forme. Et puis bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et à très bientôt.